Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes devant deux grands mouvements historiques. L'un est technologique, l'intelligence artificielle, l'autre est politique, le vent de liberté qui souffle sur l'Occident. Or, nos règlements, comme le Digital Service Act, le Digital Markets Act, le règlement MiCA contre le Bitcoin, sont à contretemps de ces mouvements. Vous renvoyez au monde une image à la fois technosceptique et liberticide de notre continent. Si vous ne voyez le progrès technique que comme une menace, alors l'innovation se fera sans l'Europe et même contre l'Europe. Faisons les choses dans l'ordre. L'innovation doit précéder sa régulation. Sans innovation, nous n'aurons ni prospérité ni souveraineté. Sans innovation, nous aurons toujours des Emmanuel Macron pour offrir nos données de santé sur un plateau à Microsoft. Nous ne voulons plus d'un système absurde où la puissance publique saupoudre nos entreprises de subventions tout en les accablant des taxes les plus élevées du monde et tout en offrant nos marchés publics les plus stratégiques à des entreprises américaines. Montrons à notre jeunesse qu'elle n'a pas besoin de partir aux États-Unis ou en Asie pour écrire l'histoire. Nous voulons de la liberté, de l'énergie, des marchés, moins d'impôts, des capitaux et des cerveaux. Osons la liberté, ayons confiance dans le génie des nations européennes. Merci à vous. Monsieur le commissaire Séjourné, chers collègues, nous sommes ici pour débattre de l'initiative lancée par la Commission européenne au sujet de la compétitivité. Compter sur la Commission pour rendre nos entreprises compétitives, c'est espérer qu'un pyromane devienne soudain pompier volontaire. La Commission ambitionne, je cite, « de rendre les processus d'élaboration des normes plus rapides. Les entreprises n'ont pas besoin que vous produisiez des normes plus rapidement. Elles ont besoin que vous arrêtiez d'en produire. » Quand l'un des premiers entrepreneurs d'Europe, Bernard Arnault, supplie d'arrêter d'étouffer l'industrie, c'est peut-être un signe. Mais pour lutter contre les complexités administratives, la Commission suggère plutôt de créer une nouvelle catégorie d'entreprises, les entreprises moyennes comptant entre 250 et 1500 employés. Une catégorie de plus, voilà ce qui nous manquait. C'est ainsi que les bureaucrates simplifient. Vous savez ajouter, mais vous ne savez pas jeter. Vous êtes des accumulateurs compulsifs. Alors si vous voulez être crédible en parlant de compétitivité, commencez par supprimer le pacte vert. Ensuite, supprimez 80% des normes que vous avez créées depuis 30 ans. À cette époque, l'Europe n'était pas anarchique. La croissance était plus forte, les finances publiques étaient plus saines, les sociétés connaissaient plus d'ordre. Vous voulez améliorer la compétitivité, prenez de longues vacances. Merci à vous. Mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Des fonds qui vont commencer à comprendre ce que les politiques français ne comprennent pas, à savoir l'intérêt stratégique de la nourriture, qui de plus en plus vont se dire que c'est eux qui vont injecter énormément d'argent. En France, ça va être une proie particulière, puisqu'on a des paysages magnifiques, des cultures magnifiques, on sait à peu près Nous sommes la proie de ces gens-là. Absolument. Voilà. Et je pense que de plus en plus, on va aller vers ça, et que peut-être qu'à ce moment, les politiques vont se dire « Ah bah tiens, si BlackRock commence à penser, si des grands fonds de pension commencent à penser que l'agriculture c'est intéressant, on aurait peut-être dû les protéger avant. » Certains se sont mis à hurler à l'ingérence parce que J.D. Vance a dit il faut que l'Europe soit fidèle à la civilisation à laquelle on appartient tous deux, à savoir la démocratie, la liberté. Et alors là, je me suis un peu souvenu de l'historique des discours que certains avaient pu prononcer les uns chez les autres. Et alors, il faut remonter peut-être à Kennedy, qui, à Berlin, vient de dire « Ich bin ein Berliner ». Alors, à l'époque, personne n'avait dit que c'était de l'ingérence. Et pourtant, c'était déjà une leçon faite à la civilisation européenne pour lutter contre le communisme à l'époque. Donc déjà, c'était un appel d'un Américain à l'Europe à lutter contre un totalitarisme. On pourrait voir le discours de J.D. Vance de la même manière. Les mêmes qui hurlent à l'ingérence, je les ai pas beaucoup entendus quand il y a eu le scandale de l'USAID, qui a révélé que parfois les mêmes, je ne vais pas donner de nom pour pas être polémique, mais parfois les mêmes avaient accepté des millions d'euros de la part des États-Unis sous Joe Biden et sous Obama. Et alors à l'époque, l'argent n'avait pas d'odeur. C'était pas une ingérence. Mais un petit discours et 3 tweets d'Elon Musk, là, c'est l'ingérence. Déjà, c'est intéressant qu'au bout d'un mois à peine, on s'intéresse à son bilan. Si on était cruel, on demanderait quel est le bilan de François Bayrou en 3 mois. Si on était encore un peu plus cruel, on demanderait qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron en 8 ans. Il y a encore des macronistes qui nous disent qu'il n'a pas eu le temps d'agir en 8 ans. Et alors, si on regarde ce qu'a fait Trump, alors moi, je suis ni une groupie, ni devenue soudain atlantiste. Je pense qu'on jugera son bilan à la fin. D'ailleurs, ce sont les Américains qui le jugeront et ça ne réglera pas nos problèmes. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il y a de positif à regarder dans ce qui se passe aux États-Unis et qui peut nous intéresser en tant que Français ? Je dirais que la première chose, c'est le fait de redonner confiance dans l'action politique. Je pense que ça peut remuer quelque chose chez nous, Français, qui sommes devenus fatalistes
et à juste raison. Je comprends pourquoi les peuples occidentaux sont devenus fatalistes, à force d'avoir élu des gens qui leur disaient finalement on peut rien faire. Il y a des manifestations, il y a des grèves, il y a les juges qui nous empêchent, il y a tel traité ou tel autre. Des gens qui ne voulaient rien faire en réalité. Je pense que les gens ont perdu confiance dans l'action publique. Et quand on voit un Donald Trump qui, à peine arrivé, a mis en œuvre une méthode tellement efficace avec 10 décisions par jour, mûrement réfléchies, je pense que ça, c'est de nature à donner confiance. Si on prend quelques exemples, il montre qu'on peut effectivement revenir sur les gabegies de l'État. En France, on a le sentiment qu'il y a un effet cliquet. Une fois qu'on a dépensé, on n'arrivera plus jamais à revenir dessus. On a peur de la CGT, on a peur de tout, on a peur des fonctionnaires. Là, il nous montre qu'en fait, d'un trait de plume, on arrive au pouvoir. Si on a la légitimité populaire, si on a le peuple avec nous, alors il n'y a pas d'obstacle en réalité. On voit ce qu'il fait avec la Colombie. Typiquement, on a parlé pendant longtemps du plan qu'il faudrait avoir vis-à-vis des États qui ne reprennent pas leurs clandestins. Ouais. Et là, on voit qu'en 2 heures, il a traité la question colombienne. Il a menacé. Et il a obtenu. Et donc, la Colombie a carrément envoyé son avion présidentiel pour aller chercher ces criminels colombiens. Et la question a été réglée en 2 heures. Nous, ça fait 30 ans qu'on n'arrive pas à régler la question algérienne. Mais il montre à voir que c'est possible. Qu'est-ce qu'on a découvert avec l'USAID ? Déjà des ingérences partout, pour le coup des vraies ingérences, notamment dans les médias, notamment pour faire plier des gouvernements. On a découvert des projets aussi absurdes que des bandes dessinées transgenres au Pérou ou que sais-je. Et alors, ça pourrait prêter à sourire en se disant « mais ils sont fous ces Américains ». Sauf que quand on regarde chez nous, malheureusement, on n'est pas en reste. Et donc, j'ai essayé de vous apporter la liste. J'invite tous ceux qui écoutent à aller sur le site afd.fr. Donc, tout le monde peut tout trouver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine. Qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc, la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc, je me suis dit, mais alors comment on l'aide ? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine ? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pignan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des sinisants chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron, source toutes les sources. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan. Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiang et la ville de Kaiyuan, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Il faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Ça en fait des sommes. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. On voit tout notre argent qui part sous nos yeux. Cinquième exemple, alors vraiment là c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque. 30 000 euros. Pas mal. Et là, alors là celui-ci il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyé en 2018 et engagé jusqu'en 2025. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. 44 millions d'euros de la poche des Français sur lequel on s'engage jusqu'en 2025. Alors dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler, la France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales. Mais c'était important de financer la vallée du Mzab. Voilà, moi je ne sais pas du tout comment vous le prenez, mais en tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux, vraiment absolument scandaleux. Je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce que c'est, de prendre l'argent dans la poche des Français pour aller l'envoyer comme ça au monde entier, pour gaspiller dans des projets ubuesques. Franchement, j'en ai pris certains, je suis sûre que je n'ai pas pris les pires. J'invite tout le monde à aller regarder par soi-même. C'est terrifiant de voir ça. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit avec l'exemple aujourd'hui des États-Unis qu'il suffit d'un trait de plume pour supprimer ces folies. Et je pense que c'est aussi
La philosophie du budget, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis. Chaque année, c'est redébattu, ça aussi c'est la définition de la démocratie, de redébattre le budget par la représentation nationale, et donc il ne suffirait que de le vouloir pour dire que tout ça on arrête et qu'on rend cet argent aux Français. On a l'impression que l'Europe se réveille d'une longue sieste idéologique, où elle a pensé, je dirais, depuis la chute du mur de Berlin, qu'il n'y avait plus besoin de se battre, que l'histoire était terminée, qu'on pouvait engranger, comme on disait à l'époque, les dividendes de la paix, qu'on n'aurait plus besoin d'investir dans notre défense. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, devant notre fébrilité, quand les États-Unis disent qu'ils vont se désengager de la sécurité du continent européen, on s'aperçoit d'à quel point on panique. Ce qui est comique d'ailleurs, si je reviens sur les questions d'ingérence, quand les États-Unis nous disent maintenant on va vous lâcher, on va plus se mêler de vos affaires en termes de défense, alors là on est presque à les supplier de continuer de rester à nos côtés, de mettre de l'argent. Enfin bon, l'ingérence c'est pas pour l'argent, je pense qu'on aura compris. Mais donc soudain, l'Union européenne se dit en fait, peut-être qu'on a eu tort de désinvestir dans notre défense. Et je pense que ce sont ces dirigeants-là qui sont les plus coupables. Quand on regarde qu'aujourd'hui, un grand pays comme la France ne serait pas capable de tenir plus que 3 jours s'il y avait demain une guerre de haute intensité sur son sol, et parce qui qu'on a l'arme n'aurait plus de nucléaire munitions. Et qui a le seul siège permanent. Ouais, et le parce seul qu'on à avoir n'aurait le plus siège de permanent. munitions. On a des atouts militaires énormes. Et pourtant, on a désinvesti. Pourquoi est-ce que ce qui nous arrive en ce moment, j'entends, c'est un camouflé, c'est très dur, des uppercuts, etc. pour l'Europe. Pourquoi est-ce que ça peut être une opportunité immense pour la France ? Parce qu'on est le pays du continent européen qui a le plus d'atouts militaires. On a l'arme nucléaire, on a un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Permanent. On a une industrie de défense qui, sans être chauvine, est à mon sens la meilleure du continent, voire la meilleure du monde, parce qu'elle permet aux pays qui nous achètent des armes d'être véritablement souverains, contrairement à ceux qui achètent des armes aux États-Unis. Donc je pense que ce serait un moment pour mettre enfin le reste des nations européennes au pied du mur, en leur disant « Vous avez bien compris ce que le général de Gaulle vous disait depuis maintenant des décennies. Il vous disait « Misez sur vous-même pour votre propre sécurité. Ne mettez pas votre défense dans les mains d'un continent étranger. Ne la mettez pas à Washington. » Peut-être que demain, la sécurité du continent pourra se décider depuis Paris. Je pense qu'on a tous les atouts pour le faire. Et à mon avis, il faudrait conditionner le fait de devenir le leader militaire du continent à un bénéfice économique qu'on pourrait en tirer et dire, par exemple aux Allemands, mais aux autres nations, maintenant cessez d'acheter américain. Vous achetez des armes françaises, ça fera vivre notre industrie de défense, ça augmentera les moyens qu'on pourra mettre dans la protection de notre continent et là, on sera véritablement souverain. Rappelons-nous de ce que fait Dominique de Villepin en 2003. Il va à la tribune des Nations Unies et il fait une leçon sublime au gouvernement américain, devant eux, en leur disant ce que vous faites, ce n'est pas l'image qu'on se fait de notre civilisation commune. Et ça, à l'époque, personne n'a dit que c'était de l'ingérence. Tout le monde a applaudi des deux mains en disant que c'était notre droit et parfois même notre devoir au sein d'une même civilisation. Absolument. Et là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quand on voit le continent européen, en fait, qu'est-ce qu'a dit J.D. Vance ? Et peut-être que ça fera plaisir à Mathieu Bock-Côté. Je donne un dernier exemple historique où on n'a pas dit que c'était de l'ingérence. Le général de Gaulle au Québec. Quand il dit « Vive le Québec libre », je pense que même les Québécois qui s'en souviennent ont encore les larmes aux yeux en se rappelant de ce moment et de ce discours. Vous pourrez que me le confirmer. Et le gouvernement canadien, par ailleurs, hurle à l'ingérence pendant 50 ans. Ça, j'imagine bien. Et les Québécois, aujourd'hui, s'en souviennent, ils ne pensent pas à l'ingérence. Ils se disent, on a un cousin venu de France qui vient nous rappeler ce que nous sommes. Et nous, on a un J.D. Vance qui vient et qui nous dit « Vive l'Europe libre ». On voit ceux qui applaudissent et ceux qui se mettent à hurler à l'ingérence.